Fidèle, fidèle, merci d'être là tous les samedis, tous les dimanches pour regarder Thé au café. Ce matin, on va parler de l'art de vivre, de l'esprit français, de l'art de la table. La table, c'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu de partage, encore plus que jamais. Et pour en parler, c'est une femme, elle est chef, elle est étoilée, elle a 3 étoiles, elle est la seule en France à détenir ce palmarès. Bonjour Anne-Sophie Pic. Vous nous arrivez de Valence. Oui, tout à fait. Voilà, ça fait toujours plaisir en fait de se dire que aussi il se passe énormément de choses, bien évidemment en province. On le dit jamais suffisamment. Et la province, moi, il me semble aujourd'hui qu'elle est même pionnière, bien souvent, de Paris. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord avec vous, évidemment. Oui. En province, c'est toujours un peu plus compliqué, disons que... voilà, pour faire venir les gens déjà, Oui. les clients. Donc oui, on prend le temps aussi d'une certaine façon, c'est un peu différent. Qu'est-ce qui a changé pour vous, Anne-Sophie Pic, depuis le 13 novembre? Oh. Qu'est-ce qui a changé Est-ce que vous ressentez un état d'esprit différent, même parmi votre clientèle? Oui, ben le lendemain du 13 novembre, je me suis posée, j'étais à Valence, donc alors bien sûr le soir du 13 novembre, j'ai appelé tout de suite Paris pour savoir si tout le monde allait bien. Parce que vous avez un restaurant Parce aussi. que j'ai un restaurant à Paris. Et le lendemain, c'est vrai qu'il y avait un état d'esprit dans la salle qui était tout à fait particulier. Et en même temps, je me suis sentie de dire un mot à chacun par rapport aux événements. Je ne pouvais pas faire mon tour de salle et faire comme si rien ne s'était passé. Et les gens étaient... à la fois, les gens sont venus dans mon restaurant de Valence et c'était assez surprenant. Je me suis dit, tout le monde va annuler. Mais finalement, voilà, la vie devait continuer. Et je crois que c'était une atmosphère un peu particulière, mais la vie continue, c'est surtout ça qui est important. Est-ce que vous pouvez nous planter le décor? Alors, Valence, bon, Oui, dans la Drôme. Une saga familiale. Oui, oui, bien sûr. Ça a commencé avec mon arrière-grand-mère, Sophie, qui s'est mise au fourneau parce que son mari était chasseur, parce qu'ils avaient des champs autour de chez eux. Ils avaient 12 fermes à l'époque, mon arrière-grand-père, et un lieu qui était Le Pin, le lieu dit Le Pin, donc Une en auberge. Ardèche, une auberge. Et elle s'est mise à cuisiner comme ça un peu par hasard, et c'est une femme qui a su tout de suite capter l'attention, qui a su donner du plaisir aux gens qui étaient autour d'elle et qui a commencé à avoir une certaine réputation. Elle a formé mon grand-père, André Pic. Et ensuite, mon grand-père est monté à Paris. C'était un très jeune chef saucier à l'époque, toujours la sauce qui revient un peu dans la famille avec mon père et mon grand-père. Et donc, il est revenu s'installer ensuite, après avoir fait ses classes. Voilà, tout à fait. Bon vivant, hein? Belle photo que j'adore. Bon vivant, c'est vrai, avec mon père, donc à côté de lui. Vous croyez en l'atavisme? Parce que 4 générations, on peut imaginer que ça existe. J'y crois Oui. beaucoup en l'atavisme. J'y crois beaucoup et je le ressens avec mon fils aujourd'hui, donc j'y crois encore plus qu'avant. J'y crois pour la génération suivante encore, parce qu'on ne sait pas se situer soi-même, on ne sait pas ce qu'on a hérité finalement de sa famille, mais je vois projeté par rapport à Nathan, à mon fils, et oui, j'y crois. Qui a 10 ans? Qui a 10 ans. Ouais. Votre célébrité, enfin votre père, c'était une célébrité locale. Ça vous distinguait des autres? C'était gênant ou au contraire, vous en étiez fier? J'ai eu peu conscience finalement de la célébrité de mon père. C'était un peu plus tard, quand j'ai fait mes études et quand je suis partie faire mes études à Paris ou que j'ai eu des stages voilà, en Champagne ou ailleurs ou au Japon, que je me suis vraiment aperçue de l'aura de mon père. Mais au quotidien, finalement, à Valence, je m'en apercevais très peu. Et c'était très bien comme ça, on vivait très simplement. L'éducation au goût, c'est la responsabilité de qui? Des parents essentiellement? Oui, ouais, je crois, ou de la famille en général, de celui qui est porté vers le goût dans la famille. Et c'est vrai que, pour le coup, les deux étaient complètement investis dans le goût. Vous étiez une enfant difficile? Vous ne mangiez pas de tout? Très difficile, très difficile. Ouais, j'aimais très peu de choses, souvent les mêmes choses. Pour autant, des choses un peu assez surprenantes comme les betteraves, des choses que souvent les enfants n'aiment pas. Ça revient beaucoup dans votre cuisine. C'est vrai. Mais je mangeais des choses, oui, la sole meunière, j'ai mangé la sole meunière pendant des années, en fait, que mon père me faisait avec les pommes soufflées. Mais oui, j'étais difficile et mon père, ça le faisait rire. C'était une manière de couper le cordon lorsque vous avez souhaité non pas faire l'école hôtelière, comme votre père aurait souhaité que vous la fassiez, mais plutôt une école de commerce? C'était dire zut à la tradition?
Oui, parce que vivre dans ce contexte-là, qui est un contexte merveilleux, mais où le travail était très présent, et l'emprise de travail sur notre quotidien était peut-être un peu trop forte à mon goût à un moment donné de ma vie. Et j'ai souhaité m'en détacher ou voir autre chose. C'est peut-être aussi la curiosité qui fait qu'on part de chez soi. En 1992, vous revenez en fait dans l'établissement familial. Mais quel a été le déclic? En fait, le déclic, c'est d'être au pied du mur, de se dire maintenant, il faut que tu fasses un choix pour ta vie professionnelle. Bon, jusqu'à présent, tu avais encore un peu de liberté, et maintenant, il faut choisir. Donc, c'était soit rester à Paris, entamer une carrière dans un groupe peut-être qui m'avait accueilli en stage, soit revenir chez moi et apprendre la cuisine. Parce que si je revenais, c'était vraiment pour apprendre la cuisine. Et voilà, j'ai pas eu beaucoup d'hésitation, ça a été Et comment vos parents et votre père surtout a réagi? Très ému. C'est vrai que mon père était, comment dirais-je, quelqu'un qui m'incitait pas à venir en cuisine, mais qui m'a beaucoup formée. Et le fait que sa fille décide de revenir, pour lui, c'était quelque chose de magique. Ouais. Magique et puis à la fois dramatique, puisque vous commencez votre apprentissage. Oui, tout à et fait. Quelques mois plus tard, il décède. Voilà, donc je commence fin avril, mai, juin, je suis tout l'été avec lui. Et c'est vrai qu'en septembre, il décède. Oui. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a fait une rupture d'anévrisme, en fait. Donc, ça a été un décès assez brutal. Vous étiez à ses côtés en cuisine ce jour-là? Ce jour-là, je n'étais pas en cuisine à côté de lui, mais j'étais dans la maison déjà. Et c'est vrai qu'il est rentré, il venait donner un cours de cuisine, il était assez fatigué, il est rentré. Et ensuite, voilà, il a été hospitalisé et on n'a pas décelé tout de suite, ça a été un peu compliqué. Enfin... Il y a quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de lui dire? Oui, nécessairement, peut-être. Oui, forcément beaucoup de choses. C'est quelque chose qui est trop intime. Vous avez choisi de reprendre son flambeau, votre parcours. Bien sûr. Il est relaté ce matin par Philippe Aiguepert, c'est d'une manière très gourmande. Quand j'ai su cette semaine que nous recevions Anne-Sophie Pic, j'ai mis les bouchées doubles pour passer sur le grill de cette chef, seule femme 3 étoiles en France. On est tous arrivés à ce résultat ensemble, en fait. À qui est-ce que vous dédiez cette victoire? Bien évidemment, mon père. Un père chef cuisinier, Jacques, tout comme son grand-père, André, et son arrière-grand-mère, Sophie. Bref, Anne-Sophie est née sous une bonne étoile, dans une dynastie de chefs où les 3 macarons sont une tradition. Autodidacte au fourneau, à 27 ans, elle reprend le flambeau pour reconquérir l'étoile perdue après le décès brutal de son père. Et 10 ans après, Paris gagné. La victoire, elle est 2 fois plus belle parce que ça a été difficile au début. Forcément, vous êtes la fille du patron et une femme dans un univers d'hommes. Certains très machos, très misogynes. Qu'importe, vous vous battez pour faire votre place et transformer l'affaire familiale en petit empire de la gastronomie. 6 établissements à Valence, 1 étoile à Paris, 2 à Lausanne et 200 collaborateurs. Avec vous, ça envoie. 4 menus déjeuner avec 4 œufs pochés et 4 ailes dorées. Oui, chef. Pardon, vous n'aimez pas qu'on vous appelle chef, mais cuisinière. Je suis une femme simple, donc... Simple, timide et discrète, vous préférez les fourneaux au plateau, mettez-les pour sublimer les légumes et marier les produits inédits. La cuisine, c'est surtout pour moi les associations de saveurs. Langoustine et pommes vertes, carottes et whisky, huîtres et café. Une cuisine parfois déroutante, féminine et colorée. La vue d'un plat, l'esthétisme d'un plat ne doit pas être au détriment du goût, mais c'est quelque chose qui sublime le goût. Au nom du goût et de votre père, vous tracez votre propre sillon culinaire et devenez la femme la plus étoilée au monde. Mais plutôt que d'en faire tout un plat, je préfère vous laisser le mot de la fin, vous qui n'en finissez pas, de nous mettre l'eau à la bouche. On apprend tout le temps et on remet en question tout le temps les choses. C'est ça qui fait qu'on avance. 3 étoiles magnifiques, mais des débuts extrêmement difficiles. Puis ça, vous le dites d'une manière très sincère et très franche. On vous a mal accueilli dans votre propre restaurant, en définitive. Enfin, le restaurant de votre père. Oui, enfin pas tout le monde, heureusement d'ailleurs, parce que sinon je ne serais pas là aujourd'hui, mais... Oui, on m'a mal accueillie parce que j'avais beaucoup de critères négatifs à l'époque. J'étais une femme, en plus j'avais fait des études, donc c'était incompatible avec le métier de chef. Donc, plus la fille du patron. Plus la fille du patron. Donc, qui n'avait pas appris la cuisine. En plus, voilà, qui n'avait pas appris la cuisine, donc beaucoup de choses. Mais je pense que c'est avec le recul maintenant, je pense que tous ces ingrédients-là ont fait ma force aussi. Vous parlez même d'humiliation. C'est un milieu qui peut être humiliant.
Oui, j'ai entendu des choses humiliantes, bien sûr, mais ce qui ne tue pas renforce. Donc je pense que voilà, si je n'avais pas entendu ces choses-là, j'aurais peut-être pas donné le maximum de moi-même. Milieu viril, macho, voire bourrin. C'est votre expression. Oui, c'est pas très joli comme expression, pardonnez-moi. Oui, mais on comprend mieux. Oui, Oui. oui par moments ça allait, mais ça a changé. Et puis mon regard sur ce monde-là aussi a évolué parce que j'ai appris à prendre du recul aussi. Quand on est très jeune, on est très sensible, très, comment dirais-je, très susceptible aussi sur ce qu'on peut entendre. L'esprit de revanche a été aussi un moteur? Alors, elle est un moteur au début, bien sûr, elle a été un moteur pour moi, mais elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut laisser filer cet esprit de revanche. Sinon, on n'est pas soi-même et sinon, on ne touche pas au sublime. Parce qu'on ne peut pas construire dans la haine ou dans le reproche ou dans quelque chose qui n'est pas soi-même et qui est contre nature, en fait, et qui est contre ma nature. Comment, Anne-Sophie, on passe d'autodidacte à légitime? Alors, il faut des années, il faut la compréhension d'un métier. Je pense qu'on ne peut pas comprendre un métier comme ça du jour au lendemain. Il faut du temps, il faut du travail, il faut de la concentration, il faut des échecs aussi, des échecs et des victoires. Et puis, la légitimité, c'est beaucoup la troisième étoile qui me l'a amenée. Et c'est aussi la raison pour laquelle je me suis beaucoup battue pour la décrocher. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez su? Beaucoup de fierté, comme quelque chose d'inaccessible en fait. Et c'est ça qui est assez merveilleux, c'est que ça m'a transcendée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la cuisine que je fais, elle est en toute liberté. Elle n'est pas conditionnée par le passé, par le fait de reconquérir la troisième étoile pour accrocher 3 étoiles à la maison. C'est bien au-delà de ce que je pouvais espérer moi-même à mes débuts. Garder les 3 étoiles, c'est une obsession, c'est une pression permanente? Oui, ça l'est, mais il faut la vivre du mieux possible. Je la vis mieux aujourd'hui qu'il y a quelques années ou qu'à mes tout débuts, quand je l'ai obtenue. En fait, on devient sage, et je crois que cette sagesse apporte beaucoup aussi, ce recul sur les événements. Et puis la confiance en soi permet aussi de se dire, voilà, on maîtrise les choses mieux, donc... Vous êtes un exemple aujourd'hui, parce que vous êtes la seule femme en France, au moins, à avoir 3 étoiles. Ça vous conduit à avoir un comportement exemplaire? D'une certaine façon, oui. C'est une responsabilité. C'est aussi d'accompagner les gens qui travaillent avec moi vers les faire progresser, aller plus haut dans leur capacité à faire, leur transmettre aussi. Je trouve que c'est un moment de ma vie qui est passionnant pour ça. Combien de femmes dans votre brigade? Pas la majorité et certainement pas non plus la parité, mais quelques-unes qui sont très douées. C'est-à-dire 7 sur 25, c'est ça? Oui, voilà ouais. à peu près. Et pourquoi pas davantage? C'est plus ces candidates qui manquent que ma volonté de ne pas avoir plus de femmes dans la cuisine. Et je trouve qu'une équipe qui est mixte est vraiment très compétente et très forte. Ensemble, on fait beaucoup de choses. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez aux femmes pour être peut-être plus ambitieuses? C'est difficile je pense que l'ambition a toujours une connotation négative pour une femme, en fait. Et je lutte contre ça, parce que l'ambition peut être saine. C'est juste s'élever soi-même, en fait. Ça peut être ça, et puis ça peut être aussi donner aux autres, donner du bonheur aux autres. Donc c'est une ambition bien faite. Et sans les écraser. Donc on peut cultiver une ambition saine. Enfin, moi, je la cultive dans ce sens-là. Est-ce que c'est le même métier que de tenir une brasserie ou une pizzeria et un restaurant comme le vôtre? Il y a plusieurs degrés, bien sûr, dans la restauration, et tout ce monde-là vit ensemble, et je pense que c'est la même empathie, c'est bien faire, c'est le même but. Après, satisfaire les clients. Satisfaire les clients, voilà. Mais il y a des degrés différents, bien sûr. Qu'est-ce qui différencie alors la grande cuisine, la vôtre? La grande cuisine, c'est trouver son cheminement. En fait. Pour moi, c'est avoir une touche particulière, vraiment, qui soit différente des autres, et une compréhension de la cuisine ou de l'expression d'une cuisine qui soit vraiment très personnelle. C'est un luxe aujourd'hui quand même d'aller dans un grand restaurant, un restaurant gastronomique. Oui, c'est un luxe. Après, je pense que
Justement, j'ai plusieurs types entre guillemets, de restaurants et plusieurs degrés. Et je vais de la cantine gourmande à Valence jusqu'au restaurant gastronomique 3 étoiles. Et je pense qu'on peut bien manger à petit prix aussi. Donc, oui, l'excellence. Vous avez un restaurant en Suisse aussi? J'ai un restaurant en Suisse aussi et à Paris, la Dame de Pique. Et je crois que bien manger ne veut pas dire forcément aller que dans un grand restaurant. On peut bien manger à petit prix. Par contre, un grand restaurant, c'est tout un univers. C'est juste un lieu à part. C'est pas que la cuisine, c'est aussi une expérience à part entière. L'accueil? C'est l'accueil, c'est l'art de la table, le cadre, le service, bien sûr, qui compte et qui est pour moi essentiel aussi dans une maison comme la nôtre. Philippe Goepers et Mathieu Verdeil ont passé un long moment avec vous dans votre établissement. Puis ensuite, vous les avez embarqués, hop, direction le musée. On y va ensemble. Ici, c'est la maison de Maison 7, puisque cette maison date de 1936. Et c'est là où une autre partie de l'aventure familiale a commencé. On arrive dans la cuisine principale. C'est la cuisine d'envoi du restaurant gastronomique. C'est quand même rare d'avoir une cuisine avec autant de lumière, mais je trouve que c'est un vrai luxe. C'est-à-dire que quand on travaille l'hiver, on a la lumière du jour. Pour moi, c'est important d'avoir toute cette énergie-là. C'est quoi votre démarche? C'est d'imaginer des assemblages de goûts déjà, de saveurs. C'est-à-dire se dire, autour d'un plat, on va travailler un rouget. Qu'est-ce qui va faire que le rouget va être à un autre niveau de goût? Enfin, comment le porter le mieux possible sans le dénaturer? Il faut y aller. Oui, il faut y aller, parce que sinon on va pas être dans les temps. On les fait passer à table. Hein. Le coup de feu en cuisine, il est moteur aussi. C'est une poussée d'adrénaline, donc oui, on en a besoin. Moi, je pourrais pas ne pas faire les services. Je pourrais pas me cantonner qu'à la création. Voilà, les cèpes sont en train de se finir. Là, on a la partie sauce, on a la partie cuisson des protéines, hein, donc poisson, viande. Et ensuite, tout remonte et on assemble. Et après, ça part. C'est pas compliqué quand on respecte les étapes. Hein. C'est pas chaud, mais salé, tamaki, salé. Et chauffer plus. Est-ce que vous aimeriez être votre chef? Je sais pas. Ça doit être difficile pour de temps en temps avec moi parce que je suis très exigeante, mais non, je suis respectueuse. Voilà, pour moi, la cuisine, c'est un métier d'exigence, de finesse, de précision. Pour moi, il faut que ce soit marqué. Hein. Attends, refaites infuser un peu. On n'a pas besoin de crier, pas besoin d'hurler. Hein. Ça, c'est pas du tout utile. On peut parler très doucement et apporter une exigence malgré tout. Comment vous partagez entre Paris, ici et Lausanne? En fait, je suis principalement ici. Mes chefs viennent ici pour faire les plats avec moi. Ils repartent avec les recettes. Et ensuite, moi, je vais sur place pour contrôler, pour voir les clients. Mais toute la partie création se fait ici, parce que c'est ici où je suis la plus sereine. Alors ici, on est au musée de Valence. C'est un lieu que j'affectionne particulièrement. C'est très reposant pour moi et c'est très inspirant aussi. Que vous inspire cette expo sur la beauté idéale? Y a-t-il une beauté idéale? C'est une vraie question. Y a-t-il un plat idéal? Y a-t-il un goût idéal? Plaire au plus grand nombre, c'est une volonté que chacun a. Et à la fois, c'est risqué parce qu'il faut aussi avoir du caractère. Même dans une beauté idéale, il faut qu'elle ait du caractère. Là, c'est plus la désolation, mais la vie, c'est ça. Hein. Il y a des moments aussi de doute, d'hésitation. On ne peut pas aujourd'hui se dire que l'avenir est fait que de belles choses. Malheureusement, on voit récemment que la vie peut être très tourmentée, mais ça fait partie, justement, c'est parce qu'il y a ces moments-là aussi qu'il y a des moments de bonheur, des moments de joie. C'est quoi votre recette du bonheur, finalement? La recette du bonheur, si seulement je la connaissais, je crois qu'on est tous en quête de ce Graal-là. Ce qui est important pour moi, c'est que ma famille aille bien, c'est-à-dire que continuer d'élever mon fils dans certaines valeurs, enfin de le faire grandir, lui amener le plus possible d'atouts pour sa vie future. C'est assez magique ce qu'on peut transmettre à ses enfants. On peut leur transmettre du stress aussi, donc il faut se méfier, mais il faut aussi leur transmettre tout ce qu'on a de meilleur en soi. Vous aimeriez un jour qu'ils prennent la relève? Si ça l'épanouit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien sûr, j'en rêve intérieurement, mais c'est une pression que je ne mettrai jamais, en fait. Oui, il n'a que 10 ans. Hein. Bon. Oui. 200 personnes, 200 salariés? Oui, dans la maison, plus Lausanne, plus Paris, c'est beaucoup de monde. Oui. Une nouvelle cuisine, hein? Oui. Avec un investissement important, 3 millions d'euros? 3 millions d'euros, oui, qui s'est construite durant pratiquement une année.
avec un lieu qui est très zen maintenant. Ouais, on a je vu, trouve, ouais. Comment vous avez choisi les 6 personnalités avec lesquelles vous conversez dans ce livre? Éléments de conversation culinaire. Alors, ça a été un choix difficile, mais les 6 personnalités, c'est en partie des personnages pour lesquels j'ai la plus grande admiration. Le plus connu étant Michel Onfray. Voilà, le plus connu étant Michel Onfray, donc, que j'avais eu l'occasion de rencontrer à 1 ou 2 reprises, mais que j'ai eu plaisir, j'ai eu plaisir à lui faire découvrir ma cuisine. Et je l'ai lu aussi par le passé. J'admire beaucoup Michel Onfray. Et puis une femme, Ryoko Sekiguchi, qui est une femme aussi japonaise. Et c'est vrai que le Japon a une incidence dans ma cuisine assez forte. Enfin, j'aime le Japon pour toute cette sérénité, cette harmonie qui me touche. Et puis les autres personnages, bien sûr, Pascal Horry, donc Alexandre Gauthier, un chef. Un parfumeur Francis Cantillon que j'adore. Ouais. Qu'est-ce qui distingue les cuisiniers comme vous des autres créateurs? Vous vous ressemblez tous? Je trouve qu'il y a des points de similitude et c'est pour ça que les conversations culinaires sont intéressantes parce qu'on se retrouve sur plein de choses. Stéphane Bureau qui est designer aussi, bien sûr. Il y a une même vision finalement, un même rêve parce que quand on crée un parfum et quand on crée une recette, tous les sens sont en éveil. Et, alors peut-être pas le goût bien sûr pour le parfum, mais en tout cas pour moi les sens, il y a des sens communs en éveil avec un parfumeur comme l'olfactif, comme le visuel. Un jus a une couleur et un parfum a une couleur. Les jus, quels qu'ils soient dans le domaine du parfum ou de la cuisine, sont aussi visuellement importants. Il n'y a pas de droits d'auteur qui sont versés. Oui, c'est vrai. Je pense, parce que en ayant lu votre livre, on pense au fondant au chocolat, oui, qui a été donc créé par Michel Brasse. Oui. Bon, et aujourd'hui, il est répliqué partout. C'est vrai. C'est vrai, je crois que c'est une injustice un peu en cuisine, parce que quand on crée quelque chose, on a envie que ça soit associé à la personne qui l'a créé. C'est drôle que vous parliez de ça, parce que dans un de mes livres de cuisine, j'avais fait un fondant au chocolat blanc, et j'avais inspiré de la recette de Michel Brasse, parce que je pense qu'il faut rendre aux auteurs leur travail de création. Mais c'est une question que je me pose, notamment pour les berlingots qui sont aujourd'hui un peu un plat phare de ma cuisine et comment faire en sorte qu'ils ne soient pas reproduits. Mais c'est bien d'être copié, je trouve. C'est flatteur. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette notoriété qui est la vôtre aujourd'hui? Vous êtes connu dans le monde entier. Ça apporte un vrai plus? Ça m'a apporté une confiance que je n'avais pas. Donc, une clientèle supplémentaire aussi? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, la notoriété autour de la cuisine, enfin, elle est bénéfique, bien sûr, mais elle m'effraie aussi toujours un peu. Parce que je me dis, pourquoi nous sommes très connus, mis sur le devant de la scène, alors qu'il y a des professeurs en chirurgie qui font des choses merveilleuses, qui sauvent des gens tous les jours, et ils ne sont peut-être pas aussi médiatisés. Alors, voilà, il faut relativiser les choses. Quand est-ce qu'on sait qu'un plat est véritablement abouti, que la recette est parfaite, qu'on peut la mettre à la carte? C'est quand il donne de l'émotion que c'est le moment que je préfère en cuisine, pour tout vous dire. Quand je goûte un plat et que je pense avoir trouvé l'harmonie et que les collaborateurs autour de moi le goûtent, qu'on le goûte ensemble et qu'on se dit oui, ça y est, on est sur la bonne voie, il est presque parfait, il est prêt à être dévoilé. Vous parliez de l'univers du parfum, vous parliez des sens, vous parliez de l'odorat, donc le goût. Alors on va associer goût et vue. On va vous bander les yeux. Et on va vous demander de tenter de reconnaître des aliments. D'accord. Voilà, vous trichez pas. Hein, surtout, hein. Non. Il y aura quelques éléments comme ça qui vont arriver sur un plateau doré. En les goûtant ou en les... En les goûtant et en les sentant à la fois. Les deux sens qui seront mis en exergue. Et puis les téléspectateurs, eux, voilà, et eux voient de quoi il s'agit. Juste devant vous. Voilà, ce sont des petites cuillères. Il y en a, tout le long du plateau. Il y en a 6. D'accord. Tout le long du plateau, devant les petites cuillères. Exactement. Donc j'ai des petites cuillères là. Voilà. Ouais, tout à fait. Déjà rempli. Là, qui sont remplis. Qui sont remplis. Oui. Je n'ai pas. Oui, dans mon directement. sens, là. Oui, c'est bien. Je vous dirai hein, si vous êtes maladroite. Oula. Qu'est-ce que c'est?
C'est du rabougou, je pense. Ça, c'est un jambon, me semble-t-il. Très gras. Ouais. Est-ce que c'est du rabougou? Non, pas vraiment. On est proche. Hein. Ouais. C'est sûr, c'est de la viande. Bon, c'est du cochon, en tout cas. Ah, peut-être pas, alors. Ça peut être de la volaille, peut-être. Oui, c'est un peu plus doux que le cochon. Il n'y a pas le côté très, très amer, mais c'est très gras. Bon. Difficile d'être oui, mais enfin, en sûr. tout cas, on n'en est pas loin. Ça, c'était du magret de canard. Magret canard, pardon. Voilà. D'accord. Ensuite... C'est vrai que c'était très gras, donc j'aurais pu... Là, les téléspectateurs savent de quoi il s'agit. Alors derrière, là, c'est surprenant. Hein. Oui, donc là, on est dans des... J'ai l'impression que c'est du... C'est très mou. Ça me fait penser au goût du thon, en tout cas. On n'est pas loin, oui. Quelque chose de plus rare, enfin plus rare. On mange moins, en tout cas, ici en France. Oui, donc c'est un poisson. Oui. C'est assez... c'est un élément du poisson, en fait. C'est assez gélatineux. Oui, c'est pas une ventrèche, mais... c'est du foie de morue. Foie de morue, d'accord. Ouais. D'accord. Alors là, on passe au sucré, attention. D'accord. Hein. Pourtant, le foie de morue, je devrais m'en souvenir parce que enfant, j'ai eu de l'huile de foie de morue tous les matins au petit déjeuner pendant très longtemps. Ça devait être sympa. À croire que ça fait trop longtemps. Alors là, ça a une jolie couleur. Difficile, hein. Vous voyez, c'est quelque chose. C'est un très bon exercice, je pense. Oui, c'est un très bon exercice parce que je dis toujours que le visuel conditionne la dégustation. Exactement. Et c'est réel. Alors ça, c'est entre un fruit, la poire et le kaki. Exactement, bravo. Voilà. Voilà. On passe à ce... Juste simplement, je vous donne cette cuillère. Parce qu'on veut pas... Voilà. Et dites-moi ce que c'est. C'est quand même fou que ça, je le reconnaisse tout de suite. C'était une fraise tagada. Je crois que vous pouvez effectivement retirer. Vous retirez ce qui masquait vos yeux. Ça, c'est grâce à mon fils. Oui. Intéressant, non? Drôle. Oui, c'est intéressant, mais c'est vrai que... Ah oui, le kaki. Oui. Il trône. J'adore le kaki. Il trône. Oui, c'est intéressant parce que voilà, ça confirme que les deux sont liés. Que les deux sont bien liés. sûr. Anne-Sophie Pic, la cuisine, elle est très présente aujourd'hui sur les chaînes de télé. Est-ce qu'on n'en fait pas trop? J'ai toujours peur que les gens se lassent. Voilà, quand on voit trop quelque chose, on peut avoir un sentiment de lassitude. Après, je crois que ces émissions de télé ont été très bien faites. Elles ont mis aussi en valeur la cuisine. Et je crois que le Vous avez refusé d'y participer pour des raisons d'emploi du temps? Oui, j'ai fait quelques émissions, j'ai participé, j'ai été invitée en fait, mais c'est vrai que pour y participer au quotidien, c'est compliqué parce qu'il faut habiter Paris, je crois que c'est la condition. Non, je trouve qu'elles ont amené un regard sur les restaurants et peut-être que justement un côté positif, c'est-à-dire un restaurant gastronomique, ça coûte cher, mais pourquoi? Parce qu'il y a tout ce travail autour et donc la vision que les gens ont maintenant de la restauration est différente et c'est plutôt bien. Est-ce qu'on n'a pas tendance néanmoins à idéaliser aujourd'hui, grâce ou à cause de ces émissions de télévision, le métier de cuisinier? Vous voulez dire dans une certaine accessibilité peut-être? Oui, bien sûr. Oui, c'est-à-dire que ce qui est important finalement dans le temps, c'est de durer. Donc peut-être qu'on laisse entendre qu'on peut s'improviser du jour au lendemain en cuisine et être reconnu comme tel, alors que c'est vrai que c'est beaucoup de temps. Enfin, en tout cas pour moi, ça a été du temps pour comprendre ce métier. Et je crois que pour tout un chacun, il y a des déclics qui doivent se faire avec le temps et la pratique. Donc oui, attention au miroir, aux alouettes, oui, c'est un peu ça qu'on peut dire. Il y a de la compétition, il y a de la concurrence évidemment entre vous, mais néanmoins dans cet univers quand même qui est dur, qui n'est pas parfois cruel même, il y a la place pour un peu d'amitié? Oui, bien sûr. Avec d'autres chefs? Bien sûr.
bien sûr, c'est même nécessaire. C'est utile de pouvoir échanger. Oui, je crois moi, j'ai envie de ça aujourd'hui de plus en plus. C'est vrai que toute une période de ma vie, je me suis concentrée sur mon travail et j'étais peu ouverte finalement aux autres parce que Notamment un chef pâtissier, par exemple? Bien sûr. Et qui, par exemple? Un des meilleurs. Mais encore. Un ami. Un ami. Bon, allez, on parle du même. C'est Christophe Michalak, effectivement. Et puis on est allé voir aussi, on en a profité puisqu'on était à Valence, on a demandé à David de croiser votre mari, de croiser donc tous deux leurs regards sur vous, Anne-Sophie Pic. Elle est autodidacte, Anne-Sophie. Elle est rentrée en cuisine en 97, 10 ans après, elle avait 3 étoiles. Et elle a réussi presque l'impensable. Arriver dans une cuisine avec beaucoup de retard et réaliser une cuisine presque supérieure à son papa. C'est une cuisine franche, qui sait où elle va, qui ne tourne pas autour du pot, qui est vraiment directe, qui est punchy et qui est aussi très douce et très sensible. C'est très simple. Lorsque le plat arrive et qu'il est extraordinairement beau et bien dressé, lorsqu'il est très subtil et lorsqu'il vous procure une émotion, c'est signé Anne-Sophie. Avec sa petite carrure, elle est capable de travailler des heures et des heures. C'est quelqu'un qui le matin démarre sa journée à 8h30, 9h et qui rentre le soir à presque 1h du matin. Le binôme qu'elle a avec son mari, avec David, je pense que c'est deux personnalités qui deviennent vraiment très très forts. Ils se sont bien trouvés. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire changer chez elle? À son côté entrepreneurial, de prendre des risques, la prise de risque. C'était pas à gagner au départ, puisqu'elle était plutôt toujours très méfiante, elle aime bien la sécurité. Et moi, je suis plutôt entrepreneur, voilà. Chez elle, il y a une vraie subtilité. C'est-à-dire que je découvre moi-même, à chaque fois que je vais chez elle, une saveur particulière. Je me dis, mais pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas testé ces deux ingrédients et pourquoi pas moi? Pourquoi elle? Avec Christophe, je pense qu'ils sont tous les deux dans la recherche d'associations qui peuvent surprendre et auxquelles on ne s'attend pas. Elle m'a fait apprécier la bière avec de l'abricot dans une confiture. Ouais, cette fille, c'est un extraterrestre, j'adore. Lorsqu'elle est en phase de création, elle se met dans sa bulle et il ne faut pas la déranger. D'ailleurs, je lui en veux, parce qu'elle fait les desserts presque mieux que moi parfois. Elle est exigeante avec les autres, mais avec elle-même, elle l'est 10 fois plus. Anne-Sophie, c'est surtout quelqu'un de bienveillant. Elle est très douce et bienveillante, c'est quelqu'un de profondément gentil. J'aime pas les gens qui se la racontent. Et en fait, elle n'est pas du tout comme ça. Elle est toujours en retrait, elle écoute. Elle est très pudique, et elle a besoin de solitude parfois, qu'il faut respecter. C'est tout simplement une belle personne avec une belle âme, qui est amoureuse des gens et qui aime faire plaisir. C'est ça son grand secret. Merci Christophe et merci David. Comment éviter que le travail ne prenne le pas sur la vie de couple, la vie à 2, à 3? C'est compliqué et il faut arriver à... Quand je rentre chez moi, justement, j'essaye de couper, de pas avoir le téléphone, de ne pas penser à quelque chose que j'ai oublié de faire. Mais c'est très compliqué, mais par amour pour mon fils, j'arrive à le faire, et pour mon mari, bien sûr, parce que sinon, c'est invivable et cette pression-là, il la ressent aussi. Donc, Vous avez été... Ça fait 20 ans, je crois que vous connaissez. Vous avez dû faire des concessions même à votre profession, à votre métier? Ou vous avez plutôt fait des concessions à votre vie personnelle? Je crois que j'ai plutôt fait des concessions à ma vie personnelle, oui. Mais aujourd'hui, c'est peut-être plus le contraire qui s'opère, parce que je me rends compte que la vie passe, le file, et qu'il y a plein de choses que je n'ai pas faites parce que j'ai préféré prendre ce temps pour mon travail. Donc peut-être que je suis en manque aussi de vivre des choses hors de ma cuisine, mais en même temps, tous mes loisirs autour sont passionnants et sont reliés comme à la cuisine, mais m'épanouissent. Donc l'équilibre est là quand même. Je vous emmène aux 2 ados. Vous ne connaissez pas encore l'exercice, Vous allez le connaître. 2 ados avec vous, Anne-Sophie Pic, et des réponses du tac au tac. Quand vous êtes en cuisine, quel est votre juron le plus fréquent? Merde. S'il ne vous restait que 5 € en poche, qu'est-ce que vous achèteriez à manger? Un éclair au chocolat. La maladie que vous redoutez le plus? Le cancer. Est-ce que vous portez des dessous dépareillés?
J'essaye de ne pas emporter, de dépareiller, pardon. Et plutôt de quelle couleur? Noir. Physiquement, qu'est-ce que vous aimeriez changer en vous? Beaucoup de choses. Mon profil, sûrement. Qu'est-ce que vous avez déjà fait d'illégal? J'ai dû ramener des graines des États-Unis passées à la douane sans me déclarer. Qui aideriez-vous à mourir? Mon fils, mon mari. Je serais prêt à donner ma vie pour eux. Le défaut indispensable pour être un bon cuisinier, un défaut. Qu'on m'en dise? Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou par amour? Faire un métier finalement que j'étais pas sûre de réussir. Le rêve que vous n'avez pas encore réalisé? Prendre le temps pour moi. Le mot d'amour le plus sensuel? Je t'aime, tout simplement. Et la chanson qui vous rend joyeuse? A Flying to the Moon. Vous êtes Frank sûre? Sinatra. Ah bon? Oui. Ah. On le savait. Fly me to the moon. La, 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 la. Among the stars. La, la, la. Bon, c'est pas neuf, hein. Non, non, c'est pas neuf. C'est vraiment pas Mais neuf. bon, c'est un classique, c'est un standard. Et c'est vrai que ça fait plaisir à entendre. Vous écoutez de la musique en cuisinant? Non, je peux écouter de la musique en pensant à mes plats. Par exemple, si j'adore écouter aussi Charlotte Gainsbourg parce que c'est souvent des chansons très voluptueuses, très sensuelles, et c'est vrai que la musique peut m'inspirer pour créer. Oui. La musique tout en cuisinant. Dans ce grand restaurant de Valence avec ces 3 étoiles qui brillent au firmament, en espérant évidemment les garder le plus longtemps possible. C'est ça l'enjeu, hein, c'est ça le pari quand même. Hein. Oui, le pari c'est de durer. Et d'en obtenir d'autres, oui, pour les autres établissements. Bien sûr aussi, et puis de se perfectionner, de devenir meilleur, de continuer à s'élever, d'être curieux. Parce que c'est vrai que la curiosité fait qu'on a la possibilité d'évoluer, de faire des choses encore meilleures, parce que je suis pas au bout de mon art, en fait. Je suis pas arrivée quelque part. Je continue mon travail. C'est une quête. C'est une quête permanente. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci. C'était bien que vous soyez là. Ça faisait longtemps que je souhaitais vous rencontrer. Je voudrais remercier la personne qui est exposée sur le plateau de Thé au Café. Elle a pour nom Perrine Rabouin. Elle expose jusqu'au 5 décembre à la galerie Atelier du Génie, passage du Génie à Paris dans le 12e. Elle offre une abstraction heureuse, dit-elle, et accueillante. Retenez son nom, donc, Perrine Rabouin. Demain, c'est Elsa Zilberstein et Claude Lelouch qui seront nos invités. Vous aimez Lelouch? Oui, vous bien aimez, sûr. Bien sûr. Vous aimez les films de Lelouch, toujours sur le thème quand même beaucoup de l'amour. Oui, Faut bien bien sûr, de l'inédit, Voilà. de l'improbable. Et d'autant celui-là, une belle histoire, effectivement, entre Elsa Zilberstein et Jean Dujardin à partir de 9 décembre sur les grands écrans. On en parle demain tous ensemble. D'ici là, vous pouvez revoir l'émission consacrée à Anne-Sophie Pic, bien sûr en replay, mais aussi en rediffusion cette nuit. Et puis sur le site de France 2, Thé au Café. Un grand merci. Merci, Catherine. Vous prenez votre train. Tout à fait. Vous retournez dans l'autre sens. Vous étiez venu spécialement de Valence pour Thé au Café. On vous en remercie. Portez-vous bien. Passez une très très belle journée. On se fait un petit selfie pour terminer l'émission. Ce sera un joli souvenir. Au revoir. À demain. Merci.